tous. Bonjour, bonjour. Je teste mon micro. Voilà, c'est un peu mieux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, présents, vous tous associés de cette SCPI Quorum XL. Merci d'être ici avec nous à la salle Gaveau. Merci aussi à celles et ceux qui sont derrière leur écran et qui nous suivent. Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver physiquement et de pouvoir vous faire suivre à distance cette assemblée générale pour celles et ceux qui n'ont pu venir ici à Paris aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser pour cette petite voix un petit peu éraillée. Je vais faire de mon mieux pour mener cette assemblée, mais heureusement, je ne serai pas seule sur cette scène. Cette assemblée générale, elle va se dérouler en 3 temps, avec d'abord un bilan d'année 2022, la tradition dans une assemblée générale, le vote des résolutions de cette assemblée générale mixte, et puis on se projettera un petit peu sur l'année 2023. Évidemment, ce moment, il est aussi le vôtre, et ce sera le moment de poser vos questions. Il y aura des temps de questions-réponses prévus après chaque intervention. Donc n'hésitez pas à lever la main dans la salle pour poser vos questions. Et vous, derrière vos écrans, eh bien, vous avez un chat sur lequel vous posez vos questions en continu et on s'efforcera bien évidemment d'y répondre dans le maximum du temps qui nous est imparti. Pour débuter cette assemblée générale, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Anne Carizot, secrétaire générale du groupe Quorum et présidente de l'Assemblée générale. Bonjour Anne, merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire générale donc du groupe Quorum. Vous présidez cette assemblée générale et pour débuter, vous allez nous donner un petit peu le cadre de cette séance. Exactement, merci Gaëlle pour cette introduction. Alors je crois que mon micro ne fonctionne pas. Je vais prendre le micro va peut-être fonctionner, Anne. Donc effectivement, comme chaque année, nous allons commencer par quelques définitions et formalités. Changement de ton. Excusez-moi. Et ouvrir officiellement la séance. Tout d'abord, donc, une assemblée générale mixte, car elle recouvre en réalité 2 sessions. Une première session d'assemblée générale ordinaire qui se tient 1 fois par an et qui vous permet de vous prononcer à la fois sur la gestion courante de votre SCPI et sur le résultat de l'exercice. Ensuite, nous aurons une assemblée générale extraordinaire qui, elle, est conçue pour que vous puissiez vous prononcer sur des propositions d'évolution de règles de fonctionnement de votre SCPI. Vous allez donc pouvoir voter aujourd'hui et tous ceux qui ont déjà voté par correspondance, bien évidemment, votre vote est pris en compte. Nous ferons le point avant chaque scrutin sur l'atteinte du quorum. Là encore, une petite définition rapide. Il s'agit d'avoir un nombre de votants suffisant pour que les décisions puissent être adoptées directement au cours de cette assemblée générale. On intègre les votes par correspondance, on parle en nombre de droits de vote. Donc pour l'assemblée générale ordinaire, il faut que nous ayons 25% des associés qui se soient exprimés aujourd'hui ou par correspondance. Et pour l'assemblée générale extraordinaire, le quorum est de 50% des voix exprimées. Si nous n'atteignons pas le quorum, à ce moment-là, nous inviterons les personnes qui ne se sont pas exprimées, les associés qui ne se sont pas exprimés, à le faire au cours d'un second tour. Et bien évidemment, tous vos votes aujourd'hui seront comptabilisés et définitifs. Merci, mon micro remarche. Je vais maintenant procéder à la constitution du bureau. Le bureau est en charge et responsable du bon fonctionnement de cette assemblée générale. Et nous allons commencer par proposer aux 2 plus importants porteurs de part prétendant dans cette salle d'être les scrutateurs de cette séance. Je vais donc demander d'abord à Madame Amandine Lézy d'être scrutatrice. Vous acceptez, tu acceptes. Monsieur Damien Van Hout, acceptez-vous d'être scrutateur? Très bien. Je vais également demander à Madame Sandrine Fontelio, qui est la directrice juridique du groupe Quorum, si elle accepte de prendre le rôle de secrétaire de séance. Merci Sandrine. Le bureau est maintenant constitué, donc nous allons mettre à votre disposition sur ce pupitre l'ensemble des documents obligatoires, documents qui vous sont déjà parvenus et qui sont à votre disposition. Vous y trouverez donc les différents rapports, que ce soit le rapport annuel de la société de gestion, le rapport du conseil de surveillance, le commissaire aux comptes, les convocations, enfin l'ensemble des documents obligatoires donc, qui sont bien présents. Les formalités sont maintenant faites. Je peux donc déclarer l'Assemblée générale de votre SCPI officiellement ouverte. Merci beaucoup Anne, on vous retrouvera
pour la dernière partie de cette Assemblée générale au moment du passage au vote. Maintenant, je vais demander à Frédéric Puzin, fondateur de Quorum, et Baptiste Bruno, directeur commercial de Quorum l'Épargne, de bien vouloir me rejoindre. Vous pouvez les applaudir, ça leur donne un petit peu de courage en ce milieu d'après-midi. Merci à tous les deux d'être là. Frédéric Puzin, fondateur de Quorum. Je pense que les premiers mots sont des mots de remerciement. Je le disais tout à l'heure, ça fait plaisir de retrouver vraiment les gens, et ils sont nombreux cet après-midi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ceux qui sont dans cette magnifique salle Gaveau, et puis merci à tous ceux qui sont derrière leurs écrans pour cette Assemblée générale. Effectivement, pour nous, c'est un moment assez unique dans l'année de vous présenter notre travail au service de votre épargne. Je pense que c'est un point important, il faut le rappeler, on travaille pour vous. Nous ne sommes pas des gérants financiers, nous sommes quelque part des prestataires de services, et nous sommes là pour faire le meilleur travail possible pour l'argent que vous nous confiez. On a la chance d'avoir près de 250 collaborateurs chez Quorum, 20 nationalités, près de 30 langues parlées. On est implanté dans 7 pays pour gérer les immeubles qui constituent notamment votre SCPI. Et c'est vraiment un moment unique de partage, de relation avec vous, et puis de valorisation aussi de travail qui est fait par toutes ces équipes. Alors on va, pendant cette heure et demie, voir pas mal de chiffres. On va commencer avec vous. Les premiers chiffres qui sont plutôt encourageants pour cette SCPI Quorum XL. Oui, alors les chiffres, vous les connaissez. Je crois que c'est la 6e Assemblée générale que l'on fait ensemble pour Quorum XL. Déjà, la 6e Assemblée générale, le temps passe. Et depuis 6 ans, on a fait il y a 6 ans, 7 ans même, c'était 2017, c'est ça Baptiste, vous avez fait une proposition de performance qui était de 5%. Depuis 6 ans, la performance a été tenue, on est même au-delà de l'objectif. 5% sur la partie rendement. Mais... Alors c'était 5% de rendement et 10% d'objectif de TRI. Alors on n'est pas tout à fait aux 10 ans et aux 10% d'objectif de TRI, mais enfin le temps passe et le film continue de dérouler sa pellicule. Vous le voyez. Les objectifs de... Alors, objectif de performance. Oui, voilà. Et de quoi après? Et tu as dit TRI. Oui, le TRI. Ah, merci de me reprendre. Voilà. Ouais. Donc de taux de rendement interne, c'est ça? Taux de rendement interne. Tiens, Baptiste, tu vas t'y connaître. Non, merci Frédéric, j'aurais dû me taire, ça m'apprendra. Non, donc l'objectif de taux de rendement interne, c'est 10%. Ces 10%, on va les obtenir. Alors encore une fois, les 10 années ne sont pas encore passées, mais on espère atteindre cet objectif grâce au rendement issu des loyers, et vous les voyez à l'écran, ce sont les 6,58, les 8,03, etc. Grâce aux augmentations de prix de part, et il y en a eu 2, et je pense qu'on y reviendra, notamment pour celle qui a eu lieu en 2022, puisque c'était la plus importante. Il y en avait eu une première en 2018, ensuite en 2020, 2021, nous avions été prudents compte tenu du contexte. Donc là, il y a 2 explications, enfin 2 sources de performance. Le rendement, les augmentations de prix de part potentielles, et ensuite, en l'occurrence, elles n'ont pas été potentielles en 2018 et 2022. Et ensuite, vous avez les plus-values, et on espère évidemment pouvoir générer des plus-values, et des plus-values importantes. Et c'est la raison... C'est un petit peu la raison d'être de Quorum XL au départ, c'est d'entrer sur des marchés immobiliers où la devise était intéressante selon nous et où l'immobilier était intéressant également. Sauf que, comme l'a dit Frédéric, on est avec une SCPI qui est assez jeune, et une SCPI ne peut pas acheter et vendre à tout moment des immeubles, puisqu'elle a un objectif de gestion sur la durée. Donc on espère pouvoir réaliser des plus-values. Il y en a déjà eu quelques-unes. On espère pouvoir en réaliser de plus importantes dans les années à venir. Est-ce que c'est clair? Alors je trouve, c'est pas moi d'en juger. Un Gaël peut-être. Ça va, j'ai mieux compris que les TRI. Alors Gaël, il faut que je vous fasse une confidence. Vous connaissez pas tellement bien notre société, ni les produits que l'on propose pour nos épargnants. Mais la confidence est la suivante. Parmi la gamme de nos produits, que ce soit les CPI, les fonds obligataires ou le contrat d'assurance vie Quorum Life, Quorum XL a une place un peu à part. Voilà, parce que pour nous, Quorum XL, c'est le concentré de toutes nos convictions. Nos convictions, c'est pas d'enquiquiner le monde en faisant exactement l'opposé de ce que tout le monde fait. C'est juste, à un moment donné, raisonner de façon très simple, à la fois un raisonnement bon père de famille, mais aussi un raisonnement un peu rural, un peu paysan, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent, éviter de faire ce que tout le monde fait en faisant quelque chose auquel personne n'a pensé ou quelque chose auquel tout le monde pense, mais d'une mauvaise façon. Oui, puis voilà.
une stratégie à laquelle les épargnants n'ont pas accès directement dans d'autres produits d'épargne. C'est assez unique. Voilà, donc c'est prendre le contre-pied de ce qui paraît des évidences. Et tout le monde oublie parfois que les évidences, elles ne sont pas là où elles sont. Et la question était très simple quand on a créé Quorum XL, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent, où est-ce qu'on peut acheter en ce moment moins cher, ce qui valait beaucoup plus cher avant, et ce qui sans doute vaudra beaucoup plus cher demain. Et ça, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, en tout cas vos équipes. Et c'est vraiment Quorum XL qui est le concentré de toute cette philosophie de Quorum, qui est de faire des choses intelligentes et faire des choses à contre-courant. En tout cas, on l'a vu sur la slide précédente, les performances sont là, Baptiste, et les experts reconnaissent la belle dynamique de Quorum XL. Oui, alors Quorum XL, on peut-être reprendre justement le montant des intérêts et des revenus distribués. Alors tu le fais très bien. Non. Un exemple concret. Un exemple concret pour un épargnant, un associé qui a investi dès le lancement en 2017. Vous voyez donc en orange les revenus qui sont issus des dividendes, donc les loyers qui ont été reversés jusqu'en 2023. Voilà ce que ça peut donner. Donc les rendements, les objectifs ont été atteints et dépassés. Et si on tire un petit peu le trait, on ne devrait pas être très loin et on espère atteindre et dépasser l'objectif dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et donc des performances, je le disais, avec cet exemple concret, qui sont valorisées par les experts. Qui sont valorisées par les experts. Donc Quorum XL, c'est une SCPI qui a été régulièrement distinguée, tout comme Quorum dans son ensemble, puisqu'en 11 ans, Quorum a reçu un peu plus de 51 fois des prix pour ses produits immobiliers dont fait partie Quorum XL. Quorum XL qui a reçu 3 nouveaux prix l'année dernière, des victoires de la pierre papier, notamment avec la meilleure SCPI internationale. Et donc c'est une reconnaissance qui nous fait plaisir, qui fait plaisir à toutes les équipes qui travaillent et pour la gestion et pour le développement de cette SCPI. Frédéric, je sais que tu trépignes. Et également un top d'or pour la relation associée. Donc ça, c'était en 2022. Il y aura d'autres prix en 2023. Mais voilà, donc c'est une certaine reconnaissance du travail qui est fait, notamment sur la partie innovation, l'accessibilité de cette SCPI, puis sa stratégie, comme je disais, qui est assez unique. Bon, alors c'est très bien, Baptiste, tu fais très bien ton boulot. Maintenant, il faut aussi que tu sois honnête, comme d'habitude. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de SCPI qui ont des prix. On peut même dire que quasiment toutes les SCPI reçoivent des prix. Donc ça, c'est Landerneau, le petit monde de la SCPI. Nous, ce qui nous importe, c'est de tenir nos objectifs de performance. Je crois que c'est ce qui nous anime tous. Évidemment, ça fait toujours plaisir de recevoir des prix, mais je pense que ce qui nous satisfait le plus, c'est de payer des dividendes, d'augmenter les valeurs de prix de part, et puis un jour de verser des dividendes exceptionnels qui permettront de concrétiser toute cette stratégie qu'on a sur Quorum XL en monnaie sonnante et trébuchante sur vos comptes bancaires. Okay. Et ça, on vous en parlera dans quelques minutes, notamment du prix de part avec Florent. Mais on va s'intéresser à vous pour débuter la première grande partie de cette Assemblée Générale qui s'intitule « Parlons de vous ». Parlons de vous. La première partie, c'est le développement de la SCPI, du nombre d'épargnants, du nombre d'associés. Aujourd'hui, au 31 décembre 2022, vous étiez plus de 40 000 associés. C'est plus de 10 000 associés, donc près d'un tiers, qui nous ont rejoints en 2022. Donc une SCPI qui a assez fortement grossi. Ça se voit également sur la partie capitalisation. La capitalisation, c'est le nombre de parts fois le prix de la part. Le prix de la part qui est passé à 195 € l'année dernière, donc au premier semestre 2022. Cette capitalisation, on voit qu'elle a augmenté de près de 37%, de 452 millions d'euros. Et donc elle provient de l'épargne qui nous a été confiée, donc la collecte, et elle provient également de l'augmentation du prix de la part, puisque celui-ci est intervenu l'année dernière, et c'était un petit peu plus de 3%, et on en reparlera avec Philippe Servézy et Florent Delèglise. Donc une collecte qui a été assez dynamique, on a pu le dire sur une autre SCPI un petit peu plus ancienne qui est Quorum Origine, on est en mesure de limiter cette collecte en fonction de nos capacités à trouver les bons immeubles et à trouver les bons locataires. Il s'avère, et on en reparlera encore une fois tout à l'heure, que si on a pu collecter ces montants, cette somme, c'est qu'à côté, nous avions les investissements à réaliser pour ne pas dégrader la performance et même l'améliorer si possible. Et ça aussi, nous en reparlerons. Alors, je trouve que ces chiffres sont intéressants et ils sont impressionnants. Voilà, votre épargne mutualisée, votre argent mutualisé représente 1,6 milliard d'euros investis sur le marché européen de l'immobilier. Et pas que. Et pas que. Donc c'est quand même
tout à fait significatif. Et au-delà de ce montant qui est pour nous impressionnant, ce qui est beaucoup plus engageant et responsabilisant pour nous, c'est le fait que vous ayez été plus de 40 000 à nous faire confiance, 10 000 nouveaux épargnants supplémentaires en 2022. Voilà, c'est des chiffres qui montrent la puissance de votre SCPI, mais qui montrent aussi la puissance collectivement de l'épargne. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes choses en rassemblant nos forces, en rassemblant vos forces, et on arrive à des chiffres qui permettent, on va le voir tout à l'heure avec les explications qui vous êtes données, véritablement d'être aujourd'hui impactant sur le marché immobilier européen et de profiter des nouvelles opportunités qu'il offre. Alors, ces associés de Quorum XL, qui sont-ils? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, chers associés? Vous êtes plus d'un tiers à être âgés de moins de 45 ans, donc une stratégie qui attire des associés, on va dire, un petit peu plus jeunes que dans une SCPI classique, et puis plus de 43% entre 45 et 64 ans, où là c'est un petit peu plus logique. On va être face à des épargnants qui préparent leur retraite et qui cherchent des revenus complémentaires, et c'est évidemment d'actualité. Puis c'est aussi lié à l'accessibilité de la SCPI. Je l'ai dit tout à l'heure, la souscription à minimum c'est une part, donc 195 €. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a une SCPI qui, elle, est assez jeune et dont les associés sont assez jeunes également. Alors l'immobilier n'est pas liquide par définition, et pourtant vous allez quand même nous parler de liquidité. Alors il va falloir un petit peu nous expliquer. Oui, on va parler de liquidité parce que c'est quelque chose dont on peut entendre parler quand on parle de SCPI notamment. On a donc à gauche les parts qui ont augmenté le capital, donc ça c'est bel et bien la collecte, donc 418 millions d'euros, c'est l'épargne qui nous a été confiée, à comparer avec l'augmentation de la capitalisation tout à l'heure. Et puis vous avez à droite les retraits. Alors c'est une SCPI qui est assez jeune, le sous-jacent c'est de l'immobilier, donc on a sur un investissement plutôt long terme, nous on conseille un placement sur 10 ans environ, mais néanmoins il peut y avoir des accidents de la vie, des décès ou des divorces ou autres, et on peut avoir des épargnants, des associés qui ont besoin de récupérer leur capital, leur investissement. Donc c'est ce que l'on va voir à droite, ici ce sont les retraits, donc soit moins 10 millions d'euros, on a le 0,6% du total départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une liquidité qui est parfaite. La SCPI c'est pas un produit d'épargne qui est fait pour être liquide, parce que quand je dis liquide c'est pouvoir sortir à tout moment, parce qu'on est sur de l'immobilier et quand on achète un appartement, on sait que ça va prendre plusieurs mois. Quand on le vend, ça peut prendre plusieurs mois également. Parce que je pense que vous avez peut-être tous vécu cette expérience. Oui, alors d'ailleurs, quand on achète, ça explique une des raisons, comme il faut, entre l'intention d'acheter et puis le moment où on devient un propriétaire, il se passe un délai, on va qualifier d'incompressible, qui est technique, mais qui va dépendre aussi des conditions de marché. Et c'est ce qui explique le fameux délai de jouissance. Alors ça, c'est hyper jargonneux, Gaëlle. Ouais, mais, je pense. En 2 secondes, vous savez qu'entre le moment où vous investissez et le moment où vous allez toucher un dividende, il va s'écouler quoi, 5 mois, c'est ça? 5 mois. 5 mois à peu près. Et donc c'est le temps qui nous est nécessaire pour investir votre argent. C'est-à-dire qu'on met 5 mois à investir, mais un épargnant qui souhaiterait sortir demain, finalement, on peut honorer sa demande. Voilà, et ça, c'est le côté aujourd'hui un peu magique de la SCPI. C'est que la SCPI n'a jamais promis la liquidité. La SCPI, c'est un produit immobilier. Quand on vend un immeuble, à titre personnel, quand on vend un appartement, il faut entre 2, 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois, si on ne trouve pas le bon client au bon prix. La SCPI, la base, c'est ça. Normalement, pour sortir, pour vendre votre argent, il faut ce délai-là. Il se trouve que comme elle est très dynamique, elle est en développement aujourd'hui, elle arrive à faire ce qu'on ne peut pas faire en direct, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer en cas de besoin très rapidement votre argent. Par contre, je tiens à vous le rappeler, la SCPI, c'est tout sauf un investissement court terme, c'est un investissement qui nécessite du temps pour qu'on crée de la valeur pour vous. Et en moyenne, il faut entre 8 et 10 ans pour au minimum arriver à avoir un retour sur investissement qui soit cohérent avec un placement immobilier classique. Et ce, compte tenu de la commission de souscription et du délai de jouissance que nous évoquions juste avant. Mais vous l'avez compris, en cas de coup dur, c'est donc en tout cas, une option. Une fois, ce n'est pas une promesse, c'est-à-dire que la SCPI ne peut pas faire la promesse d'être liquide à tout moment, mais aujourd'hui, et en tout cas en 2022, et c'est encore le cas aujourd'hui, on a une liquidité qui est parfaite en cas de besoin. Allez, on prend une petite minute, 1 minute 30 pour une question dans la salle. N'hésitez pas, c'est une question. Oui, on a monsieur au fond, avec le pull rouge. Merci. Oui, monsieur Buzyn, vous avez parlé de plus-value et de les verser. Or, j'ai lu dans votre rapport que vous avez vendu un immeuble en Finlande sous la pression d'un acquéreur qui ne pouvait pas résister. Et on n'a pas encore vu arriver la plus-value sur mon compte bancaire.
On va vous en parler tout à l'heure. On n'est pas tout le temps des génies, hein. On ne fait pas que des choses extraordinaires, des fois on fait des choses un peu moins bien. Mais Philippe Servézy, qui va nous rejoindre sur scène, vous le dira, vous expliquera. Réponse courte, question courte, réponse courte. On s'arrête là pour cette première session. Merci beaucoup. Vous aurez encore le temps de poser vos questions dans les séquences suivantes. Merci beaucoup. Baptiste, on se retrouvera tout à l'heure. On va parler à présent de votre patrimoine. Et c'est Philippe Servézy, directeur de l'immobilier et directeur général de Corum, qui va me rejoindre. Mais avant de lui laisser la parole, on va regarder quelques images pour découvrir les biens que votre SCPI a achetés et vendus en 2022. Voilà le panorama de votre patrimoine en 2022 et on va en parler avec vous, Philippe. On va revenir sur tous ces investissements, toutes ces acquisitions, avec notamment pas mal de choses qui se sont passées au Royaume-Uni. On y reviendra beaucoup. Bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Ravi à nouveau de vous retrouver pour ce moment important qui est votre assemblée générale. J'en profite pour remercier les équipes marketing de Corum qui travaillent très dur pour la réalisation de ces vidéos, qui nous permettent d'avoir un profil avant même de commencer à parler de votre patrimoine. Et puis, très rapidement, puisque une question mérite une réponse, on m'a demandé de répondre à une question, je n'étais pas encore sur scène, donc je vais en profiter pour répondre. Les immeubles en Finlande ont été vendus au mois de décembre 2022. Ils ont été versés sur le compte de tous les associés, en théorie. S'il y a eu un sujet, il faut qu'on en parle, le 12 janvier 2023. Donc normalement, chacun d'entre vous a dû recevoir, en plus de son dividende dit d'exploitation, donc des loyers qui a été versé le 10 janvier 2023, un dividende exceptionnel qui a dû arriver sur votre compte
entre le 13 et le 14 janvier 2023. La session a eu lieu à quelle date? La session a eu lieu au mois de fin décembre 2022. Donc normalement, tous les associés qui étaient en jouissance À quelle au date 31 décembre 2022 Ouais. ont dû recevoir ce dividende exceptionnel début janvier 2023. Mais c'était mi-décembre, fin décembre? Alors la session elle a eu lieu fin décembre, mais de Ouais. toute façon elle concerne les associés en Ouais. jouissance au 31 décembre. Donc c'est ce que je vous l'ai dit tout 2020. à l'heure, monsieur, quand je vous dis on ne fait pas que des choses bien. C'est vrai qu'on aurait pu aller très très vite. On a été très vite, mais pas assez vite visiblement. Donc désolé d'avoir introduit cette confusion. La session a eu lieu en fin d'année et il faut un délai technique pour faire les virements. Voilà, et c'est pour ça que vous avez eu l'information de la session dans le rapport annuel, mais le dividende a été versé en janvier. Le dividende a été versé en janvier et en fait la raison technique pour laquelle il y a un léger décalage entre la réalisation de la session et le versement sur votre compte, c'est tout simplement qu'il faut qu'on arrête les comptes de la SCPI, ce qu'on fait mensuellement, le 10 du mois suivant la session, pour pouvoir procéder à la distribution du dividende exceptionnel lié à la vente. Donc il s'est écoulé quoi, 20 jours? Une vingtaine de jours, ouais, Vingtaine de exactement. Tout à fait. Voilà pour la réponse à cette question en préambule des quelques mots de Philippe. On revient sur ces investissements et cette année particulièrement dynamique pour votre patrimoine. Alors en effet, on a terminé l'année 2022 d'une façon très différente de la façon dont on l'a commencé. Je vais revenir dessus puisque en début d'année 2022, on craignait d'avoir à limiter la collecte sur Quorum XL. Mais je vais vous en parler plus en détail. Les grands chiffres d'abord de l'année 2022, c'est 12 acquisitions, plus de 420 millions d'euros investis, un engagement moyen des locataires très très long, presque 10 ans, et vous l'avez vu, beaucoup d'investissements au Royaume-Uni. Et pourtant, et je peux vous garantir qu'on a eu longtemps ce débat avec Frédéric en début d'année 2022, on n'était pas du tout certain de pouvoir continuer à investir au Royaume-Uni en 2022, puisque on a commencé l'année 2022 avec une livre qui était très haute, mais on va en reparler par la suite. La diversification, qui a toujours été un élément extrêmement important de votre SCPI, on l'a toujours dit, on a lancé Quorum XL aussi en réaction au Brexit, donc le Royaume-Uni a toujours occupé une part importante du patrimoine, mais beaucoup d'immeubles dans la zone euro et en dehors de la zone euro, puisque vous savez que votre SCPI est exposé également en Norvège, en Pologne, au Canada, et dans des pays plus classiques, pour ceux qui ont l'habitude d'investir chez Quorum dans nos autres produits d'épargne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique. Et pas la France. Et pas la France, à regret, non pas qu'on ait envie de devenir des champions des miles Air France chez Quorum en voyageant à droite à gauche, mais tout simplement parce que le timing de lancement de votre SCPI, fin de l'année 2017, arrivait à un moment de marché où la France était déjà extrêmement très chère, où on a oublié, mais l'argent coûtait rien du tout. Ça a malheureusement changé depuis maintenant 1 an. Et c'était très difficile de venir acheter en France, comme en Allemagne, qui sont les pays traditionnellement les plus chers en Europe, quand on peut s'endetter à des niveaux très bas. Et alors, une question quand même, parce que quand on voit la carte, il y a quand même des pays, notamment il y a un petit pays, un grand pays, qui est juste sur notre droite quand on regarde la carte. La Suisse, c'est un pays qui est hors de la zone euro, c'est un pays qui est riche, où il y a quand même pas mal d'immobilier. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en Suisse? Parce que la philosophie de Quorum XL, c'est d'investir à la fois quand la fenêtre est bonne sur l'immobilier, mais également sur la devise. Or, le franc suisse, aujourd'hui, ne nous offre pas une fenêtre suffisamment intéressante pour qu'on puisse se positionner. Un autre exemple, c'est le Canada. On a un seul immeuble au Canada aujourd'hui sur Quorum XL. Non pas qu'on ait eu envie de s'arrêter après notre premier investissement, bien au contraire, mais tout simplement, le dollar canadien s'est sensiblement renforcé depuis la fin de l'année 2020, moment où on avait acheté, et on a donc refermé la porte. Et on pensait d'ailleurs potentiellement devoir, comme je l'évoquais, faire la même chose au Royaume-Uni début 2022. Et puis ensuite, on va en parler, nos amis anglais ont eu une année 2022 assez compliquée. Voilà, donc ce qu'il faut rappeler, Gaël, c'est que la stratégie de cette SCPI, c'est d'aller profiter des moments où le marché immobilier est bas, donc acheter peu cher, par rapport à un moment précédent où le marché immobilier était plus cher, mais il faut faire la même chose sur la devise. Donc il faut trouver des endroits dans le monde où à la fois, historiquement, la devise est basse, la monnaie locale est basse par rapport à l'euro. Alors on n'a pas vraiment beaucoup de chance en ce moment parce que l'euro est elle-même une devise faible par rapport aux autres devises. Et puis il faut aussi donc trouver ce marché immobilier où on soit certain de trouver de bonnes affaires. Donc ça réduit quand même pas mal le nombre de candidats, vous voyez. Alors on a parlé de la situation géographique des investissements. On achète quoi alors? De tout. Puisqu'on a toujours été partisan de la diversification chez Quorum. Donc on a
du bureau, du commerce, de l'industriel et de la logistique, de l'hôtellerie et de la santé. On voit, quand on regarde la pondération, une grosse part de bureaux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a acheté beaucoup de bureaux au cours des 3 dernières années, puisque c'est une classe d'actifs qui souffre depuis la crise de la Covid-19. Plusieurs investisseurs institutionnels s'en sont détournés. Partout en Europe, nous on fait le pari que les bureaux, bien placés, avec un locataire engagé sur du long terme, reste un très bon investissement aujourd'hui, notamment parce que le prix de ces bureaux a sensiblement baissé. Vous avez dû voir dans la vidéo, on a acheté en 2022 des bureaux à Londres, à Manchester, à Wimbledon, donc dans le Grand Londres. Quand on a lancé Quorum XL, on n'aurait jamais pensé pouvoir aller sur ces marchés-là. Mais la combinaison du contexte économique actuel, avec la crise qu'on connaît, on va en parler, l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt résultant sur une baisse des prix de l'immobilier, conjuguée notamment aux difficultés du marché anglais, ont fait qu'on a eu la possibilité de concrétiser ces affaires-là. Et évidemment, on le rappelle, l'objectif de Quorum XL, Baptiste et Frédéric l'ont dit au début, c'est un objectif de distribution, mais c'est aussi un objectif de, je vais dire un gros mot, taux de rendement interne, donc de performance de votre épargne. Et pour qu'il y ait une performance de votre épargne, il faut pouvoir revendre les immeubles plus chers demain. Et le pari qu'on fait, c'est que certains de ces immeubles qui ont été achetés en 2022, à Londres, à 6,5% de rendement, à Manchester, à 6,5% de rendement, ce n'est pas leur vraie valeur. Ça résulte d'une surréaction des marchés aux événements de l'année 2022, l'inflation, la guerre en Ukraine. Nos amis anglais ont quand même eu 3 premiers ministres et ils ont perdu leur aide. Conjugué aux difficultés du marché anglais qu'on a connu, avec le fameux gouvernement de Liz Truss qui a tenu uniquement 45 jours, on les a éliminés de la Coupe du Monde de football. Et ils ont eu une fin d'année relativement délicate économiquement, avec, on va en parler, la livre qui s'est effondrée en fin d'année. Ce qui est plutôt, on va y revenir, une bonne chose pour nous. Avant de parler de la devise, on en parlera plus longuement ensuite. Les éléments essentiels de votre SCPI, toujours une durée ferme moyenne des baux très élevée, 6,5 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une vraie sécurité locative de réception des loyers et donc de versement de vos dividendes jusqu'en juillet 2029. Alors il faut être un peu prudent, Philippe, parce que la sécurité locative, on l'a juridiquement. Tout à fait. Les locataires sont engagés à payer. Par contre, faut-il qu'ils soient encore assez solides pour payer ses loyers? C'est un élément absolument essentiel. Et d'ailleurs, dans la réalisation de nos audits avant acquisition, la santé financière du locataire est un point absolument essentiel. Et on peut prendre certains exemples. On parlait d'inflation tout à l'heure. Dans un pays où votre SCPI est un peu exposé également, comme la Pologne, on a eu des niveaux d'inflation très élevés en 2022 et on s'est retrouvé à indexer certains locataires à 12 ou 13%. Quand vous indexez des locataires à 12 ou 13%, il vaut mieux que ce soit des entreprises solides, parce que si vous le faites avec une PME qui vient de se monter, vous allez lui faire très 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 mal et elle va avoir ce qu'on appelle un taux d'effort, c'est-à-dire le ratio entre le niveau de son loyer et son chiffre d'affaires qui va devenir trop élevé. Elle ne pourra plus payer. Sauf que nos locataires en Pologne, ils s'appellent Castorama, HSBC, ABB, ce sont des entreprises cotées pour la plupart, et ça nous permet justement d'aller chercher de la valeur supplémentaire en indexant ces loyers. Alors, avec l'inflation, il y a énormément des pays sur lesquels vous n'allez plus, parce que justement c'est trop risqué. Alors je ne dirais pas des pays, puisque tout dépend finalement de la variation des prix. On peut aller sur des pays qui représentent un certain risque si on considère que ce risque est compensé par des prix qui ont fortement baissé. En revanche, on a toujours été très exigeant sur nos locataires, on l'est encore plus. Parce que dans le contexte inflationniste, on n'a pas le droit de se tromper sur une entreprise qui doit être capable de nous payer dans la durée. On peut acheter le meilleur immeuble du monde et avoir le bail le plus long du monde. Si le locataire n'est pas capable de payer, l'immeuble n'a plus de valeur. Oui, c'est l'histoire de Versailles, vous savez, il y a un superbe immeuble, mais il n'y a plus de locataires pour payer le loyer. Donc, il y a quelques travaux. Mais le point important, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que la solidité financière des locataires, un, c'est pas une science exacte, et deux, c'est pas non plus le fait à un moment donné, de voir une belle photo financière, c'est pas une garantie tout risque. Et c'est tout l'intérêt de la SCPI et de votre SCPI, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup d'immeubles, beaucoup de locataires, ça permet de mutualiser ce risque. Voilà, il faut être réaliste. Il nous arrive de nous tromper. La situation d'un locataire peut évoluer, mais comme il y a énormément de locataires, plutôt des locataires solides, hein, et qu'il y a donc énormément d'immeubles, le risque, il est dilué, et c'est ce qu'on voit aussi un petit peu à travers le taux d'occupation financier. Tu vas nous expliquer ce que c'est? Oui, j'allais y venir. Vous voyez deux éléments, le taux d'occupation financier, le taux d'occupation physique.
La différence entre les deux, elle est assez simple, c'est que parfois vous avez des immeubles qui sont occupés mais avec ce qu'on appelle de la franchise de loyer, c'est-à-dire que le locataire vient de re-signer un bail. Dans ce cas-là, il occupe physiquement, mais financièrement, il ne paye pas. Alors pourquoi tu fais des cadeaux sur les... Et inversement, parce que, alors pourquoi on fait des cadeaux, c'est tout simplement quand on renouvelle un bail, quand un locataire signe un nouveau bail de 10 ans, on va lui donner en général quelques mois. Ça, c'est une pratique de marché. De franchise de loyer. C'est une pratique de marché qui permet de sécuriser le locataire sur le long terme. Et vous voyez aussi un taux d'occupation physique qui est légèrement plus bas que le taux d'occupation financier. C'est parce qu'en Angleterre, il y a une coutume qui est très favorable aux propriétaires. Il arrive qu'un locataire qui s'est engagé sur 10 ans ferme souhaite partir avant. Par exemple, il passe 5 ans dans l'immeuble et il dit « Moi, il me reste 5 ans d'engagement, mais je veux partir ». Eh bien, ce locataire, il va vous payer une indemnité de 5 ans de loyer. Donc il paye le loyer qu'il lui reste à payer. Exactement. Et il va quitter l'immeuble. Et il va vous permettre à vous, en tant que propriétaire, non seulement d'encaisser les 5 ans de loyer, mais de mettre un autre locataire dans l'immeuble pour le remplacer, et donc de créer encore plus de performance. Ça fait partie, on en a déjà parlé, des nombreux avantages que présente le marché anglais, qui est un marché très favorable aux propriétaires. On en avait parlé, souvenez-vous, pendant l'Assemblée générale qui suivait la crise de la Covid-19, puisqu'on se disait qu'on n'avait finalement eu aucune demande quasiment venant des locataires anglais, le droit anglais étant très favorable aux propriétaires. J'en profite parce qu'on va enchaîner sur la séance de questions-réponses sur cette partie, parce qu'on a une question qui nous vient justement sur les investissements au Royaume-Uni. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'applique pour Quorum XL, justement au Royaume-Uni, puisqu'on l'a vu, c'est là où vous investissez majoritairement. Tout à fait. Et on a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Aujourd'hui, on est exposé à environ 50% au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on estime que c'est une pondération satisfaisante ? Ça nous est arrivé dans l'histoire de Quorum, avec sa grande sœur Quorum Origin, à certains moments d'être surpondéré dans certains pays. Pour ceux qui sont sur Quorum Origin, on l'a été aux Pays-Bas. Pour ceux qui sont sur Quorum Origin, on l'a été un moment en Irlande. On est opportuniste, ça fait partie de notre nature. D'ailleurs, si on n'était pas opportuniste, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Quorum XL. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une grosse exposition au Royaume-Uni ? Parce qu'on considère que c'est le marché en Europe, plus en Europe, qui représente le meilleur ratio rendement-risque. C'est finalement exactement ce qu'on se disait avec Frédéric en début de séance. Le Royaume-Uni, il a tellement souffert au cours des dernières années. Il a d'abord subi le Brexit, ensuite il a eu la Covid-19 avec le fameux variant anglais, souvenez-vous, et ensuite il a eu cette année 2022 où il était complètement en train de se remettre. Il avait une livre qui était sensiblement remontée sur le premier trimestre 2022, et puis la guerre a éclaté, l'inflation, et l'Angleterre, contrairement à la France et l'Allemagne qui venaient d'une période finalement d'euphorie avec de l'argent gratuit, était déjà en train de se remettre de plusieurs crises. Donc il souffre plus. Mais c'est la nature même de nos investissements et de notre stratégie d'investissement d'aller investir là où on pense que les immeubles sont les plus décotés. Donc on assume complètement cette surpondération aujourd'hui. Évidemment que demain on ne sera pas investi à 80 ou 90% au Royaume-Uni. On respecte quand même certains principes de base. En revanche, si on considère qu'un pays représente une vraie opportunité de création de valeur dans le temps, et on a une vraie conviction sur le Royaume-Uni, on se donne le droit d'aller y investir de façon substantielle. Eh bien, je vais vous proposer qu'on continue de parler du Royaume-Uni avec un élément important pour Quorum XL, c'est la devise. On en a parlé beaucoup, on investit beaucoup au Royaume-Uni, mais on a besoin de savoir comment se comporte la livre dans tout ça. En effet, on en a déjà beaucoup parlé et on va vous projeter un graphe qui révèle finalement assez bien la genèse de Quorum XL, qui finalement, vous allez voir, est assez simple et pleine de bon sens, en tout cas on l'espère. Avant le Brexit, de façon très simple, un pound, donc la monnaie au Royaume-Uni, la fameuse livre, valait 1,40 €. Le Brexit est arrivé. Personne ne l'avait finalement trop vu venir, on a oublié maintenant cette période, mais beaucoup de gens disaient ça n'arrivera jamais, ça ne passera pas. Oui, et c'était même une époque où avant le Brexit, le marché anglais passait comme un des marchés immobiliers les plus sûrs au monde. Ah, mais c'était le marché le plus important en Europe, bien au-delà de l'Allemagne en volume d'investissement par année. Et pour la devise, l'Angleterre ayant des marchés financiers très forts, elle avait une devise assez forte, et c'était un peu la deuxième Suisse de l'Europe. Enfin, tout le monde l'a oublié, mais c'était vraiment considéré comme ça. Et donc, il y avait énormément d'investisseurs qui payaient très cher, notamment des immeubles, mais pas que, au moment où la livre était très chère. Tout à fait. Et il y avait même à ce moment-là ce qu'on appelait des clauses Brexit dans les contrats d'acquisition au Royaume-Uni,
où en fait il y avait des investisseurs étrangers qui s'engageaient à acheter les immeubles, qui signaient des promesses de vente, dont ils pouvaient se rétracter en cas de vote du Brexit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment de panique complet sur les marchés. Le vote du Brexit est arrivé. On vivait une période un peu étrange. Ça correspond au Brexit. Il y avait eu l'élection de Trump au même moment aux États-Unis. Et finalement, il se passait beaucoup de choses. Et là, les marchés se sont effondrés. Les marchés se sont effondrés. Et donc, le marché immobilier s'est effondré. L'effet était très simple. Énormément de transactions qui devaient se faire ne se sont pas faites avec ces fameuses clauses Brexit. Donc, on s'est retrouvé avec des vendeurs qui avaient absolument besoin de vendre. Marché immobilier très bas. Et dans le même temps, la monnaie locale, la livre, qui avait toujours été très résiliente, qui s'est effondrée, et on voit qu'après le Brexit, on atteint un point bas en 2017, avec un pound qui vaut 1,10 €. Donc c'est une chute de 30%, qui est absolument énorme. Et finalement, on lance Quorum XL dans la foulée, en 2017, en réaction au Brexit, et on commence à réaliser nos premiers investissements. 2019, 2020, 2018, 2019, 2020 sont des années où on investit beaucoup au Royaume-Uni. Date officielle du Brexit, 31 janvier 2020, on voit que là, la livre est en train de remonter. On est descendu jusqu'à 1,07, 1,08, elle atteint à nouveau 1,19, et les années finalement 2020 vont être un peu volatiles avec le Covid et le variant anglais, et on va arriver en début d'année 2022 avec un marché anglais qui considère que ça y est, le choc du Brexit est passé, et la livre va remonter, et va atteindre un niveau assez élevé, on va se rapprocher, on va même dépasser les 1,20. Et à ce moment-là, avec Frédéric, on se dit, attention, on est début 2022, la guerre n'a pas encore commencé en Ukraine, et on se dit, attention, peut-être qu'on va devoir, en 2022, arrêter d'acheter au Royaume-Uni si on dépasse un certain seuil. Et finalement, malheureusement, début de la guerre... Non, début de la guerre en Ukraine, le marché anglais, et puis tout ce qui s'ensuit, l'inflation qui augmente encore plus, elle avait déjà commencé avant, et puis hausse importante des taux d'intérêt, et puis là le marché anglais subit d'autres éléments, on en a déjà parlé, avec le changement de gouvernement, la mort de la reine, et un traumatisme relativement important, et la livre retombe sensiblement. Ce qui, pour nous, encore une fois de façon très pragmatique, très opportuniste, représente une importante opportunité, et donc on a à nouveau acheté des immeubles en Angleterre en fin d'année, et on continue à le faire en début d'année 2023, et tant que la livre sera à ce niveau-là, on continuera, parce qu'on sait qu'on est en train de créer de la plus-value future pour Quorum XL. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette courbe-là de la devise, je vous parlais tout à l'heure, trouver des endroits, des pays dans le monde où à la fois la devise c'est déprécié et le marché immobilier s'est déprécié. Si on avait la même courbe sur le marché immobilier, sur les valeurs des prix des immeubles, ça serait sensiblement la même. C'est en ça qu'on a une vraie conviction sur l'Angleterre, c'est qu'il y a la conjonction de ces deux facteurs que sont la livre et le marché immobilier qui ont suivi la même baisse. On a créé Quorum XL au moment où on était en bas de la courbe descendante, et depuis, donc sur la devise, il y a des variations, on est plutôt sur une tendance légèrement en progression. Et puis le marché immobilier, Philippe, qu'est-ce que tu observes ? Le marché immobilier, évidemment, il souffre beaucoup, partout en Europe aujourd'hui, mais encore plus au Royaume-Uni, puisque quand en France on s'endettait il y a encore 1 an et demi à 0,80, 0,90, en Angleterre on s'endettait déjà à 2,50, 2,60. Donc la remontée des taux a d'autant plus frappé le Royaume-Uni que les autres pays, donc les taux de rendement immobilier ont fortement augmenté, ce qui veut dire que les prix mécaniquement ont baissé. Les taux, c'est à peu près le même niveau que chez nous? Non, justement, comme on partait de plus haut, aujourd'hui ils sont plus élevés, aujourd'hui on s'endette plutôt autour de 4,5% au Royaume-Uni. Mais il y a plus d'inflation aussi. Et il y a plus d'inflation. Merci pour cette explication. On prend une ou deux questions, peut-être une qui nous viendrait de la salle. Vous nous avez donc expliqué que la XL était la plus originale. Et je crois que vous nous avez amené par vos explications à mieux le comprendre. Je vous tiens d'abord à vous remercier de ces explications qui nous ont permis d'intégrer ce que vous vouliez nous faire comprendre. Toutefois, vous avez longuement débattu sur l'Angleterre. Je pense me souvenir qu'aux précédentes assemblées, vous étiez un peu à contre-courant de vos confrères. Vous étiez les seuls à vouloir vous impliquer dans ce scénario. Il semblerait qu'à aujourd'hui, au contraire, vous ayez tiré les mouches
et qu'un certain nombre de vos confrères s'intéressent avec retard à ce marché. Par ailleurs, je note au début de l'exposé, bien que ce ne soit pas très représentatif, que XL, de par son originalité, a été sur des marchés comme la santé, où apparemment, est-ce que c'est justement XL, de par son originalité, un centre d'expérimentation pour les autres produits Corum? Alors, sur le Royaume-Uni, vous avez raison. Peut-être qu'on donne, mais je ne pense pas que ce soit que sur le Royaume-Uni, peut-être qu'on donne des idées à certains, mais si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux, parce que ce qu'on constate sur la grande sœur de Corum XL, Corum Origin, c'est qu'en allant sur certains marchés, à une époque où on avait été assez critiqué, je pense à certains marchés du sud de l'Europe, en attirant certains investisseurs, français ou autres, on se donne aussi, comme disait Baptiste en début de séance, de la liquidité. C'est-à-dire que si demain on doit vendre à des fonds français qui sont intéressés sur nos immeubles, dans un moment de marché où les prix sont remontés, où la livre est remontée, bah nous on est ravis de rendre service. Ça c'est le premier point. Enfin, on est ravis de vous rendre service en vendant à de bons prix. Oui. Et le second point sur la santé, non, alors XL est tout sauf un centre d'expérimentation, il se trouve que on a bénéficié sur Corum XL d'un timing extraordinaire. On a un opérateur anglais qui a mis sur le marché des maisons de repos pile au moment du scandale Orpea. Donc là, il avait un peu tout contre lui, parce qu'on était au mois de mars 2022, la guerre venait d'éclater, il y avait de l'inflation très forte au Royaume-Uni, et il vendait des actifs de santé qui étaient les plus décriés, puisque le scandale Orpea venait d'éclater. Alors comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas acheté à l'Orpea anglais? Alors, il y a deux éléments. La première chose, c'est que c'était une opération de ce qu'on appelle de sale and leaseback. Qu'est-ce qu'un sale and leaseback? Un sale and leaseback, c'est quand l'opérateur vend ses murs et exploite ensuite. En l'occurrence, là, c'était l'actionnaire de l'opérateur qui vendait. Donc nous, on a fait un audit très approfondi sur l'opérateur. On le fait toujours sur tous nos locataires, on le fait encore plus quand c'est quelqu'un qui opère comme dans la santé ou dans l'hôtellerie. L'avantage de ces opérations de cession des murs, c'est que c'est nous qui avons la main sur la rédaction du bail. Donc c'est nous qui rédigeons le contrat de bail. Ce qui nous a permis d'insérer ce qu'on appelle une clause de bonne conduite. Donc si demain, un scandale éclate sur cet opérateur, qu'on a des échos de pratiques qui ne sont pas de bonnes pratiques sur la gestion des patients de ces maisons de repos, on peut sortir l'opérateur et en changer. Et l'autre élément important sur l'acquisition de ces immeubles de santé, c'est qu'on a quand même signé des baux de 25 ans, triple net, qui est un mot de jargonnage, mais que vous avez déjà entendu, ce qui veut dire que le locataire est responsable de l'intégralité des travaux, donc on n'aura aucun coût lié à la structure de l'immeuble, et on a acheté ça à un taux de rendement proche de 7%, ce qui est très 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 loin des standards de la santé, puisqu'en France ou en Allemagne, les transactions elles se font plutôt autour de 4%. Oui, puis ce qu'on peut rapidement rajouter sur ce thème-là, c'est que les maisons de retraite en Angleterre, enfin le marché, entre guillemets, le monde des maisons de retraite est un petit peu différent de ce qui pouvait se passer en France. Il faut savoir qu'il y a des notations qui sont données par l'État sur les maisons de retraite. C'est 1, 2 ou 3. En gros, c'est 3, vous partez en courant. 2, faites attention. Et 1, c'est bien. Ouais. C'est bien. Voilà. Et donc, ces labels existent. Les maisons de retraite qu'on a achetées bénéficient de ces labels et des meilleurs labels. Et le marché est beaucoup plus, on va dire, transparent. Ça, c'est le côté un peu anglais. Hein. Ils n'ont aucun état d'âme à montrer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et c'est beaucoup plus transparent. Donc, c'est aussi ce qui nous a intéressés dans ces maisons de retraite en Angleterre à l'époque. Et si vous avez, j'ai l'impression, si voilà, vous avez attiré les mouches en Angleterre, comme disait monsieur, mais j'imagine que vous avez déjà un coup d'avance, peut-être. Aussi. Vous regardez des choses que les autres ne voient pas encore. Je ne sais pas si on a un coup d'avance. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir investi très tôt en Angleterre, dès la fin 2017, début 2018, à un moment où le marché était en grande difficulté, où la livre était très basse, ça nous donne effectivement un peu d'avance sur à la fois la connaissance du marché et la constitution d'un portefeuille. Aujourd'hui, on a quasiment 900 millions d'euros déjà au Royaume-Uni, consolidés, et on pense que le marché a touché son pic bas. Donc on considère qu'on a acheté au bon moment. Après, bah, c'est toujours la même chose. Quand les investisseurs reviennent, ça peut être un frein pour nous pour acheter. Aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore assez d'investisseurs au Royaume-Uni pour que la livre et l'immobilier remontent. Donc on peut encore faire nos courses sereinement. Et si ce moment vient, bah, on pensera à vendre. Et je pense que ce sera intéressant pour tout le monde dans la salle. Gaël, je vais vous présenter les choses différemment. On a tous sauf un temps d'avance.
Au contraire, on a un temps de retard. C'est-à-dire qu'on commence par se dire où est-ce qu'on s'interdit d'acheter? Où est-ce que c'est trop cher? Où est-ce qu'il y a trop d'argent? Où est-ce qu'il y a trop d'investisseurs? Et on est plutôt en mode répulsion. Vous voyez, où est-ce qu'on est sûr de prendre trop Où de est-ce qu'on risques? va pas? Où est-ce qu'on va pas parce que c'est trop cher, donc on prend trop de risques. Et en fait, c'est un peu une stratégie, c'est pas à contre-courant, c'est un peu une stratégie vraiment répulsive. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est tout sauf de l'anticipation, c'est plutôt de la réaction. Mais cette réaction fait qu'effectivement, finalement, avec le temps, on finit par être suivi. Voilà. Et où est-ce qu'on va pas alors? Le marché français, France. le marché allemand. Voilà. Alors ça n'empêche pas de faire des coups, ça ne nous empêchera pas peut-être un jour de revenir en France, qui sait? Non, mais alors, pourquoi pas, si le marché nous le permet, mais la France, l'Allemagne, c'est de très bons exemples, et puis on peut prendre l'exemple de certaines classes d'actifs. On a fait assez peu de logistique. Tu veux dire typologie d'immeuble? Typologie d'immeuble, tout à fait. On a fait très peu de logistique sur Quorum XL, parce que la logistique était très chère depuis 2018. Peut-être qu'en 2023, on aura l'occasion d'en refaire à nouveau, parce que le marché a changé, les prix bougent, et en général, ce qui coûtait le plus cher hier est ce qui bouge le plus aujourd'hui en valeur. Donc on sera ravis de pouvoir à nouveau diversifier le portefeuille. Merci beaucoup Philippe. On a été très long, je crois. On aurait eu un buzzer, il aurait sonné depuis très très longtemps. Alors maintenant, on va parler chiffres, si vous le voulez bien, avec Florent Deléglise qui va nous rejoindre. Qui gère la performance de cette SCPI. Merci Florent d'être avec nous. On va débuter avec vous la partie financière avec les principaux résultats, les principaux chiffres pour votre SCPI en 2022. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors vous l'aurez compris, l'année 2022 a été particulièrement dynamique et riche en événements pour votre SCPI Quorum XL. Et ce que je vous propose, c'est d'illustrer tout ce qui vous a été présenté jusqu'ici avec quelques chiffres. Et commençons par nous intéresser aux résultats de votre SCPI en 2022. S'il y avait 3 chiffres à retenir, les voici apparaître derrière moi ou chez vous sur vos écrans. Premier chiffre, les loyers facturés chaque mois ou chaque trimestre aux locataires de vos immeubles constituent la principale source de revenus de votre SCPI. Et ces loyers s'élèvent à 101 millions d'euros en 2022. Et ça veut dire qu'on n'a que des bons payeurs. Ça veut dire oui, ça veut dire effectivement qu'on n'a que des bons payeurs. C'est déjà pas mal. Deuxième chiffre à retenir, le résultat immobilier. Celui-ci correspond au loyer diminué des charges liées aux immeubles qui ne sont pas récupérables auprès des locataires pour 3,2 millions d'euros et diminué également des charges d'intérêt des emprunts long terme associés à des immeubles pour 3,1 millions d'euros. Ce qui nous amène donc à un résultat immobilier de 95 millions d'euros représentant 95% des loyers facturés. 2 résultats très proches, il y a une explication à ça? Alors effectivement, ces 2 premiers chiffres, loyer et résultats immobiliers, sont très proches. Et cela s'explique par une raison que Philippe évoquait tout à l'heure. Il parlait de beau triple net. En fait, les conditions et la nature des contrats de location qui lient les locataires de vos immeubles avec votre SCPI prévoient que la majorité des charges liées à ces immeubles soient supportées directement par les locataires. On passe au résultat net, 3e chiffre important. Et effectivement, 3e chiffre à retenir, le résultat net. Donc celui-ci correspond au résultat immobilier diminuer des frais de fonctionnement du fonds, tels que les frais de gestion, les frais d'expertise, d'audit, frais bancaires, pour 17,4 millions d'euros. Diminuer également, alors cette fois-ci, des charges d'intérêt sur les emprunts court terme, non associés à des immeubles, pour 2,8 millions d'euros. Et enfin, la provision pour gros entretien, donc une réserve, une provision qui est constituée pour réaliser des travaux visant à maintenir l'état de vos immeubles. Et cette provision s'élève à 2,6 millions d'euros en 2022, et donc un résultat net de 72 millions, soit 11,07 € par part. Et ce résultat vous a été intégralement distribué sous forme de dividendes versés directement sur vos comptes bancaires le 10 de chaque mois. 11 € donc par part en dividendes, ça se traduit en performance. Comment? Par ici, avec des taux que vous allez nous expliquer. Très en détail. Alors déjà, pour rappel, le principal indicateur de performance en SCPI s'appelle le taux de distribution. Alors qu'est-ce que le taux de distribution? C'est la somme des dividendes bruts de fiscalité qui vous ont été versés au titre de l'année, divisé par le prix de part, le prix de souscription, en vigueur au 1er janvier de cette même année. L'objectif de performance, de taux de distribution de votre SCPI est de 5%, et cet objectif a été atteint et même dépassé pour la 6e année consécutive, avec un taux de distribution en 2022 de 5,97% contre 5,84% en 2021. Et ce que je vous propose, c'est de regarder ça un peu plus en détail.
Il y a deux composantes à cette performance. Une première composante issue des loyers qui vous sont reversés net de charges sous forme de dividendes le 10 de chaque mois, ce qu'on appelle aussi performance d'exploitation. Et cette performance a progressé en 2022 de 5,74% en 2021 à 5,85% en 2022. Et ça, c'est le fruit du travail de nos équipes immobilières qui ont investi votre épargne dans de bonnes conditions et qui ont créé de la valeur sur vos immeubles en relouant de nouveaux espaces ou en renégociant certains contrats de location. Et il y a donc une deuxième composante, cette fois-ci issue des ventes, on l'a mentionné également en début de présentation. Lorsque nous réalisons des ventes et générons ainsi des plus-values, ces plus-values vous sont également distribuées, à nouveau sous forme de dividendes, directement sur vos comptes bancaires. Et en l'occurrence, en 2022, nous avons effectivement vendu des immeubles en Finlande qui nous ont permis de dégager une plus-value et donc un dividende de 22 centimes par part qui vous a été distribué et payé le 13 janvier 2023. Et cela contribue à hauteur de 0,12% en 2022. On n'a perdu personne? Tout le monde va bien sur les chiffres là? Ça fait beaucoup Ça a de l'air chiffres. d'aller. Ça fait beaucoup de chiffres. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va plutôt pas mal. Les performances sont bonnes. Effectivement, les performances sont très bonnes, substantiellement supérieures à l'objectif à nouveau en 2022. Mais il y a un dernier élément dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du prix de part ou plus généralement des valeurs de votre SCPI. Alors ça ne vous aura pas échappé, le prix de part de votre SCPI Quorum XL a fait l'objet de 2 augmentations depuis 6 ans, dont la dernière en date au 1er juin 2022 avec un prix de part qui est passé de 189 € à 195 €, soit une augmentation d'un peu plus de 3%. Alors qu'est-ce qui nous a permis de réaliser cette augmentation du prix de part? C'est une progression de la valeur de reconstitution. Et là, vous allez sans doute me demander, mais à quoi correspondent ces valeurs? Valeur de réalisation, valeur de reconstitution. Alors la valeur de réalisation, tout d'abord, c'est la valeur de marché de votre SCPI. Donc c'est la valeur de marché des immeubles qu'elle détient, augmentée des autres éléments qui la composent, tels que la trésorerie. La valeur de reconstitution, c'est la valeur de réalisation, augmentée des frais qu'il faudrait engager pour reconstituer votre SCPI, reconstituer votre patrimoine immobilier à l'identique. Donc ça va être les frais de souscription, bien sûr, mais également les frais d'acquisition ou les droits d'enregistrement, les impôts qu'on va payer quand on fait l'acquisition d'immeubles. La valeur de reconstitution, elle est toujours supérieure à l'autre? Oui, effectivement. Et la différence va être les frais qu'il faut engager pour reconstituer ce patrimoine. Non, j'allais dire c'est préférable. Ouais, en général, ça fonctionne comme ça. Alors, ça ne vous aura pas échappé, la valeur de reconstitution par part a baissé entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. Elle était de 199 € au 31 décembre 2021 et elle est de 190 € par part au 31 décembre 2022. Et il y a une raison principale à cela, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises au cours de la présentation, mais ce sont les devises, les taux de change. La valeur de reconstitution, c'est une valeur théorique qui est calculée, observée à une date précise, en l'occurrence au 31 décembre de l'année. Et il s'avère que les taux de change, et en l'occurrence la livre anglaise, était à son deuxième taux le plus bas de l'année 2022 au 31 décembre. Si nous avions calculé cette valeur quelques jours plus tôt ou quelques jours plus tard, nous serions quelques euros au-dessus de ces 190 € par part. L'impact, en l'occurrence, de cette différence de taux de change entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 est de 7 € sur cette valeur de reconstitution par part. Et à cela, il y a un autre impact, moindre, mais existant tout de même, c'est sur la valorisation des immeubles détenus par votre SCPI, où Frédéric et Philippe l'ont tous les deux évoqué, notamment au Royaume-Uni, la valeur de ces immeubles a légèrement reculé en 2022, et cela s'explique, entre autres, par les experts immobiliers qui valorisent vos immeubles dans ces pays et qui s'engagent et qui prennent la responsabilité des valeurs qu'ils vous communiquent. C'est-à-dire que si demain, ils vous ont communiqué une valeur et que vous n'êtes pas en capacité de vendre un immeuble à cette valeur, on peut engager leur responsabilité. Donc vous comprendrez facilement qu'ils ont une posture relativement conservatrice vis-à-vis des valeurs qu'ils nous communiquent. D'ailleurs, je crois qu'à ce titre, Philippe a des anecdotes intéressantes à nous donner, puisque dans certains cas, dans des immeubles, on a fait le marché, c'est-à-dire qu'on a acheté des immeubles très peu chers. Philippe? Oui, en fait, au Royaume-Uni, Florent vient de le dire, il y a une responsabilité particulière au niveau des experts. C'est-à-dire que suite à la crise de 2008 qui avait causé pas mal de sujets au Royaume-Uni, les experts peuvent voir leur responsabilité engagée par les fonds, comme le disait Florent, si jamais les fonds n'arrivent pas à vendre au prix expertisé. Donc ils sont par nature très prudents. On a des exemples qui sont un peu cocasses.
puisque sur certains immeubles, par exemple, qui avaient été valorisés à un certain prix à fin 2021, on a re-signé parfois des baux de 5 ans ou 7 ans de plus. Malgré ça, la valeur de l'immeuble a baissé. Ou alors, on a d'autres cas de figure, c'est qu'au Royaume-Uni, vous ne pouvez jamais gagner, vous ne pouvez uniquement perdre. Je vous donne un exemple. Enfin, en termes d'expertise. En termes d'expertise. Je vous donne un exemple. On a acheté un immeuble à Londres. On a acheté un immeuble à Londres pour 13 millions de pounds au mois de septembre. Au mois de décembre, on reçoit un premier rapport d'expertise qui nous évalue l'immeuble à 19 millions de pounds. On avait fait une bonne affaire. Enfin, on avait fait plutôt une bonne affaire. C'est plutôt le vrai reflet de la valeur de l'immeuble qui est situé à Old Street, donc vraiment dans le centre de Londres. Et puis on reçoit un deuxième rapport à 13 millions de pounds. Donc on appelle l'expert, on lui dit bah, c'est quand même étrange, parce que là il y a une baisse de 50% de la valeur. Et l'expert nous répond oui, nous avons eu une information de marché. Donc effectivement, ça illustre assez bien le fait qu'on a affaire à des gens qui sont extrêmement prudents, soit, on s'adapte, mais il est vrai que ça a forcément un impact en fin d'année sur la valeur de reconstitution et que combiné à la baisse de la livre, ça nous a légèrement impacté. Très franchement, au niveau des équipes de gestion, c'est pas du tout quelque chose qui nous inquiète. On a juste affaire à des gens extrêmement prudents, pour des raisons historiques dans ce pays-là et de responsabilité qu'on peut aussi respecter. J'ai envie de dire que la vraie valeur de ces immeubles, on la verra le jour où on les vendra. Merci beaucoup Philippe pour cette réponse. Un mot de conclusion, on passe aux questions. Non, bah écoutez, en conclusion, c'est très simple. Les résultats de votre SCPI en 2022 sont excellents. Et malgré un contexte géopolitique et macroéconomique instable, l'objectif de performance a été atteint et même dépassé pour la 6e année consécutive. Et donc nous sommes confiants pour les mois et années à venir. Et je laisserai de toute façon le soin à Frédéric et Philippe tout à l'heure de développer davantage sur les perspectives 2023. Voilà, la confiance malgré le contexte. Les questions, une est arrivée via le chat. Est-ce que la vente en Finlande est due à la proximité de la Russie et à la guerre menée contre l'Ukraine? Alors non, la vente en Finlande n'est pas due à la proximité de la Russie. On a encore du patrimoine en Finlande sur certaines de nos SCPI et honnêtement, c'est un marché qui est très résilient et dans lequel on croit beaucoup. En plus, c'est désormais un pays de l'OTAN, ça ne vous a pas échappé. Donc si demain il y avait un problème avec la Finlande, on aurait tous un gros problème, je pense. La vente en Finlande, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue, et la raison de la vente en Finlande, c'est tout simplement qu'on a vendu à un acheteur qui était extrêmement motivé et qui est arrivé à un niveau de prix qu'on ne pouvait pas refuser. Pourquoi est-ce que cet acheteur était extrêmement motivé? Tout simplement parce qu'on lui a vendu des supermarchés, en l'occurrence spécialisés dans le discount, et que cet acheteur, il a créé un fonds non diversifié, dédié uniquement à cette typologie d'immeubles. Donc il ne pouvait acheter que des supermarchés. On est arrivé en fin d'année et il n'avait pas déployé suffisamment d'argent, donc il avait énormément de pression pour investir. Et il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas le choix que de payer le prix fort pour qu'on accepte de céder. Nous, on n'avait pas vraiment d'obligation de céder, on avait encore des baux très longs sur ces immeubles, mais il est arrivé à un niveau de prix avec un taux de rendement pour lui de l'ordre de 5,80%, qu'on aurait été pas très intelligent de refuser. Donc c'est une vente purement opportuniste, qui est un très bon exemple en revanche de ce que peut vous pousser à faire la non-diversification dans le cas de levée d'argent importante et de subir trop de pression à l'investissement. Merci pour cette réponse. Une question dans la salle? Oui, bonjour. Une question, si je compare Quorum Origin et Quorum XL, on voit que Quorum Origin, elle joue dans toute la zone euro pour saisir les opportunités. Quorum XL, elle va avoir la même possibilité d'avoir toutes ces opportunités sur la zone euro, plus hors euro. Donc moi, j'aurais pensé qu'en termes d'objectifs, comme on est ouvert à plus d'opportunités, les ambitions auraient été supérieures. C'est-à-dire que Quorum Origin, qui est plus limité, elle est à 6%, et Quorum XL, qui a plus d'opportunités, finalement, elle est à 5%. Il y a un écart de 20%. Et ça, pour moi, c'est une bizarrerie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette bizarrerie? Oui, parce que le projet de Quorum Origin, il est le rendement immobilier sur la zone euro. Voilà. Et donc, d'aller jouer les contre-cycles, c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ. Je vous rappelle qu'avant Quorum Origin, les CPI françaises, qui sont des animaux très particuliers, il n'y a pas d'équivalent en Europe. On a des amis européens dans la salle aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'un fonds immobilier, normalement,
Alors ça peut être ce qu'on appelle une société foncière, donc c'est une société qui détient des immeubles qui est cotée en bourse. Donc en fait, vous ne faites plus tellement d'immobilier, vous faites de la bourse, quoi. La valeur et les revenus sont complètement déconnectés de ce qu'on appelle le sous-jacent, des immeubles en tant que tels. Ou alors vous avez des fonds immobiliers qui sont des objets un peu hybrides, c'est-à-dire que oui, ils ont des immeubles, mais en même temps, ils vous promettent de faire de l'immobilier tout en vous promettant une liquidité immédiate. Donc vous comprenez que promettre la liquidité immédiate, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre sans arrêt ces actions en détenant des immeubles, ça pose d'autres problèmes. Donc dedans, il y a d'autres choses que de l'immobilier, et donc c'est plus tout à fait l'immobilier. Ça amène beaucoup de contraintes. Donc la SCPI, qui est un objet très particulier, qui est un objet français, il n'y a que des immeubles, et les revenus ne viennent que des loyers. Et théoriquement, les SCPI, historiquement, ne vendaient pas les immeubles, elles les détenaient. En fait, c'était en gros des espèces de captives immobilières qui emmagasinaient des immeubles et puis qui servaient des loyers, et tout ça était un long fleuve tranquille. Notre idée de la SCPI en 2012 a été différente. On s'est dit, la SCPI est là pour créer de la valeur, donc il y a le loyer qui est très important, mais après il y a une façon de créer de la valeur, c'est d'acheter pas cher et de revendre plus cher. Je vous apprends rien, hein, c'est assez basique, on le fait tous les jours dans nos activités professionnelles. Voilà, c'est créer de la valeur en achetant et en vendant dans de meilleures conditions. Donc pour ce faire, on a inventé un truc chez Corom qui est de faire des SCPI qui investissent en Europe, en se disant c'est idiot d'avoir des objets immobiliers qui n'investissent qu'en France. Après tout, il y a la zone euro, on peut aller investir partout en Europe. Et donc l'idée, c'était de maximiser le rendement en investissant qu'en Europe. Avec Corom XL, on a inventé autre chose dans les SCPI, alors qui existe aussi dans les fonds immobiliers étrangers, mais peut-être pas à une telle échelle. C'est qu'on s'est dit, mais on peut aussi créer de la valeur en investissant dans des pays qui sont hors de la zone euro. Donc on se rajoute une contrainte qui est de se dire on peut aussi créer de la valeur avec la devise. Mais pour faire ça, on peut aussi acheter dans des marchés immobiliers qui n'offrent peut-être pas de tel niveau de rendement. Je vais vous donner un exemple très simple. Faire de l'immobilier au Japon, sur le plan du rendement, c'est pas tellement intéressant. En gros, vous faites du rendement à 3%. D'accord ? Par contre, ces 3%, le marché immobilier japonais fluctue très vite. Et par moment, vous allez être à 3, à d'autres, vous allez être à 2,80, à d'autres, à 3,50. Donc les variations des rendements sont telles que vous créez beaucoup de valeur si vous achetez au bon moment, c'est-à-dire quand le marché, vous achetez à 3,50 et vous revendez quand le marché est à 2,80, vous faites 30% de gain. Mais donc, c'est-à-dire que l'objectif n'est plus tout à fait le rendement. Et là-dessus, on a rajouté la strate de la devise. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les marchés immobiliers dans lesquels vous dites « j'achète avec une devise qui n'est pas chère » pour avoir la chance de vendre avec une devise plus chère. Donc c'est pour ça qu'on a oublié le Japon. Non pas pour le marché immobilier, parce qu'il offre plein d'intérêts. Alors vous nous aurez dit, bah oui, mais le Japon, j'ai peu de rendement, j'ai que 3. Sauf que la création de valeur potentielle, si on achetait au Japon à 3,50, elle est juste colossale. Donc on a donné cet objectif de 5% qui nous permet d'aller sur des marchés immobiliers qui offrent peut-être un peu moins de rendement. Alors ce n'est pas le cas jusqu'à présent, on a plutôt été sur des marchés qui offrent des rendements au moins supérieurs à ceux de l'Europe. Par contre, on s'est donné la chance et la possibilité d'aller créer plus de valeur avec la devise. Voilà pourquoi XL, au départ, on s'est donné la liberté d'avoir potentiellement moins de rendement, mais plus de création de valeur. Et plus de création de valeur, c'est avec ce fameux terme qui est le TRI. En fait, le TRI, au bout de 10 ans, vous additionnez tous les loyers, enfin tous les rendements, tous les dividendes que vous avez perçus, plus toute la création de valeur à travers les ventes en achetant plus cher, en vendant plus cher que ce que vous avez acheté, et puis aussi l'augmentation de la valeur de part, qui est l'appréciation du patrimoine avec l'effet que je viens de vous indiquer. Voilà un petit peu le pourquoi de cette bizarrerie, monsieur. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît, très courte, avec une réponse encore plus courte. Je compte sur vous, messieurs. C'est pas moi qui réponds. Non, c'est monsieur. Ma question est un peu décalée, elle était sur les établissements de santé. Oh, mais c'est pas grave, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Merci. Pour parler des établissements de santé, je vais faire court et un petit parallèle avec Orpea. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu le problème de ces investisseurs qui avaient investi dans Orpea pour leurs vieux jours dans des biens qui étaient censés les abriter quand ils auront 40 ans de plus. Tout ceci d'ailleurs avec une caution très surprenante de l'État, qui était parfaitement au courant des choses. Et Orpea n'a pas entretenu les murs. Alors vous parlez du triple net, c'est bien ça, auquel vous êtes attaché, c'est-à-dire que vos locataires sont tenus d'entretenir et de maintenir dans un état satisfaisant. Ce qui n'a pas été fait par Orpea, c'était complètement délabré. Mais parce qu'Orpea n'était pas contraint par la loi de le faire, alors que nous, nos locataires en Angleterre, c'est nous, chaque année, en réalisant un audit technique des bâtiments,
qu'on peut leur dire, vous faites les travaux, et si vous ne les faites pas, vous êtes en défaut d'exécution de votre bail. Ça, c'est la deuxième partie de ma question, j'essaie d'être très rapide, parce qu'effectivement, ce qui n'a pas été fait par Orpea avec l'autorisation et la connaissance de l'État, ce qui est pour le moins surprenant, vous dites que... Alors, ma question, c'était comment et qui oblige et décide de ces travaux? J'ai compris que c'était vous. Voilà. En fait, en France, vous avez peut-être entendu parler de l'article 606 du Code civil qui dit très clairement qu'il doit être à la charge du propriétaire. Et ça, depuis maintenant plusieurs années. Donc, on n'a pas le droit en France de demander aux locataires de réaliser les travaux structurels sur les immeubles. Et finalement, on est le seul pays en Europe à contraindre le propriétaire à faire ça. C'est pour ça aussi qu'on privilégie beaucoup les investissements à l'étranger. On ne va pas se mentir, on aime tous beaucoup la France, mais le cadre législatif français est un des plus défavorables pour les propriétaires. Tout à fait. C'est nous qui avons la main pour les obliger à faire les travaux. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Monsieur, je vous ai vu. Prochaine session, on vous reprend. Merci beaucoup en tout cas. Merci Florent. 2023. On va se projeter dans quelques instants. Je tenais simplement à vous dire que pour toutes les questions qui nous sont arrivées sur le chat et même les questions ici, salle Gaveau, vous aurez des réponses. En tout cas, pour les gens qui ont écrit sur le chat, on vous répondra. Et pour celles et ceux qui sont ici, il y aura un petit temps juste après pour poser vos questions. Frédéric, 2023 est déjà bien entamé, mais on a envie de se projeter un peu à la fois pour Quorum XL et puis plus généralement pour Quorum. 2023, moi j'ai quelques idées, mais je me tourne vers Philippe. Toi, tu vois comment 2023 ? C'est ce qu'on se disait, on a plutôt un métier aujourd'hui qui est plus facile qu'il y a 1 an ou 2 ans, tout simplement parce que grâce à vous, on bénéficie d'argent frais et qu'on est passé d'un marché de vendeurs pendant les 5-6 dernières années à un marché beaucoup plus favorable aux acheteurs. Donc on a tout pour réussir puisqu'on a de l'argent, on n'est pas dépendant des banques, et on a un marché immobilier qui est assez favorable avec des prix qui baissent. Donc on est très optimiste et on est convaincu qu'on va pouvoir faire beaucoup de bonnes affaires en 2023. On a très envie de profiter de cette fenêtre et de créer beaucoup de valeur pour votre SCPI. Oui, alors en fait, on est à peu près alignés. C'est une bonne nouvelle. C'est mieux. Non, je pense que c'est l'histoire de Quorum et c'est l'ADN de Quorum. De profiter des moments de crise. On est dans une crise, et il y a une crise immobilière, il faut regarder les choses en face. Cette crise, elle n'est pas qu'immobilière d'ailleurs, elle est à peu près sur tous les types de placements, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sort d'un monde où on ne rémunérait pas l'argent. À une époque, quand on prêtait l'argent à l'État allemand, c'était donc nous qui devions rémunérer l'État allemand, et pas que l'État allemand. Aujourd'hui, placer de l'argent a une valeur, il y a une rémunération, et c'est contre-intuitif, mais c'est en période de crise qu'il faut investir, puisque ça ne peut que remonter, comme aurait dit ma grand-mère. C'est pour ça qu'on était très prudent dans le passé, c'est aussi pour ça qu'on a été sur des marchés qui étaient plutôt des marchés en crise, comme le marché anglais. Alors le marché canadien, c'était un petit peu différent, mais on a bénéficié d'une crise de la devise du dollar canadien. Voilà, ça c'est notre savoir-faire, c'est notre façon de gérer votre épargne. Et ce qui est enthousiasmant, c'est de le faire dans un contexte avec on ne le dira jamais assez, mais la SCPI, c'est un produit d'une modernité incroyable. C'est un vieux produit d'épargne français très poussiéreux. Et quand on regarde bien, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quel est le produit d'épargne où les épargnants peuvent donner leur mot? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vous a demandé si vous étiez d'accord ou pas avec ce qu'on faisait, si vous étiez d'accord avec la stratégie, si vous étiez d'accord avec les décisions qu'on prenait, ce qu'on faisait pour votre argent. Et vous avez votre mot à dire. La preuve en est, c'est qu'il y a même un conseil de surveillance. Quel est le produit d'épargne où les représentants sont les salariés, les épargnants sont représentés face aux gens qui gèrent leur épargne et ont véritablement leur mot à dire. C'est la mission de votre conseil de surveillance. Et d'ailleurs, je voulais remercier le conseil de surveillance sortant et féliciter le futur conseil de surveillance. Voilà, ils ont un vrai rôle, ils vous représentent. Et de l'autre côté, il y a eu une gestion qui est en définitive donné accès généralement à des grands investisseurs institutionnels. Votre épargne aujourd'hui, c'est un peu plus de 1,6 milliard. C'est la force de la mutualisation. Vous avez la voix au chapitre et vous avez un outil extrêmement puissant qui vous permet d'être un investisseur reconnu sur le marché européen. Philippe est modeste, il ne vous l'a pas dit. Mais aujourd'hui, souvent, on appelle Quorum XL pour investir à l'étranger sur ce qu'on appelle des produits off-market. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits qui sont sur le marché parce qu'on sait que votre SCPI, elle n'est pas endettée, elle a de l'argent frais, elle peut agir très vite. Par contre, elle sait qu'elle intervient avec certaines conditions, notamment de rentabilité et de prix. Donc,
c'est ça votre force collective, et nous on est à votre service pour faire au mieux et pour vraiment bénéficier de ce moment de marché qui est assez unique. Il a existé en 2008-2009. On l'a vécu sur certains marchés, comme l'Espagne en 2012. Votre SCPI n'était pas encore créé. Les Pays-Bas, ça a été aussi le cas en 2013-2014. Et d'autres marchés, l'Angleterre, ensemble avec Quorum XL. Donc, merci pour votre implication. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Philippe, merci à vous pour votre attention. Je vous le disais, pour celles et ceux qui sont ici, salle Gaveau, petite pause gourmande en bas et vous repérez les collaborateurs Quorum avec leurs petits pins sur la chemise. Si vous avez des questions, c'est à eux maintenant de répondre. Merci à tous en tout cas de votre attention, merci à ceux qui nous ont suivis à distance. Très bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous.